Entre les côtes de la Chine occupée et l'île de Formose, le commandant de sous-marin Dick O'Kane attaque 5 navires japonais et en coule 2. Il recule pour lancer l'assaut final. Une dernière torpille, c'est la seule chose qui sépare Dick O'Kane d'une nouvelle mission triomphale. Il lui suffit de faire feu une dernière fois. O'Kane et l'équipage du USS Tang On change de cap! Préparez-vous! ont mené contre l'ennemi nippon des attaques parmi les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Feu! Mais leur chance a fini par tourner, tout comme leur dernière torpille. Torpille errante! Au poste d'urgence! Lors de la Seconde Guerre mondiale, les armes sous-marines permettent aux soldats de combattre sous les flots. Avec ruse, force et ténacité, leurs ennemis contre-attaquent. Révolutionnaires, mais parfois primitives, ces batailles acharnées pourront changer le cours de la guerre. Leurs histoires sont légendaires. Juin 1944. Au large des côtes de Nagasaki, au Japon, un sous-marin américain repère un convoi de 6 navires escortés par 16 navires de guerre lourdement armés. O'Kane essaie de déterminer la meilleure stratégie à suivre. Il a une idée, attaquer par derrière. Il sait que les sentinelles surveillent rarement leurs arrières. En exécutant sa manœuvre d'approche, le commandant découvre que seuls 2 destroyers protègent la queue du convoi. Il doit se faufiler entre les lignes pour couler les cargos. O'Kane fait un pari sur la nature humaine. Il suppose que les sentinelles, comme les gens qui marchent dans la rue, regardent là où elles vont et non d'où elles viennent. Allure constante! Il se prépare à porter ce qu'il pense être un coup fatal. Mise à feu! Il lance une volée de 6 torpilles. Il voit les détonations. Elles illuminent le ciel nocturne. Mais le USS Tang doit maintenant battre en retraite, entouré de navires hostiles. Toutes ces explosions obligent les escortes à aller porter secours aux navires touchés. Il compte profiter du chaos pour s'éclipser. Et c'est effectivement ce qui se passe. O'Kane pensait avoir coulé 2 bateaux. On découvrira après-guerre qu'en fait, il en a coulé 4. Cela a été l'opération américaine la plus prolifique de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. En 1944, les Américains combattent les Japonais depuis plus de 2 ans. Et les sous-marins sont l'une de leurs meilleures armes. Le commandant du Tang a gagné ses galons sur un autre sous-marin, le USS Oahu, sous les ordres du légendaire Dudley Mush Morton. Mush Morton s'est vu confier le commandement du Oahu pour la 3e mission du sous-marin et O'Kane était son second. Ils étaient très amis. Ils avaient la même vision de la bataille. L'un comme l'autre était adepte d'une stratégie très agressive. Ils formaient une équipe de combat idéale. Morton est un véritable mentor pour le capitaine du Tang. Morton l'a formé. L'intéressant dans tout ça, c'est que normalement, c'est le capitaine du sous-marin qui a la charge de regarder dans le périscope pour savoir ce qui se passe et décider quoi faire. Mais Morton préférait organiser toute la manœuvre en confiant le périscope à son second, O'Kane en l'occurrence. Cette responsabilité l'a préparé à son rôle de commandant, qu'il assume avec une grande agressivité et dans lequel il est très bon. Après 5 missions à bord du Oahu, O'Kane reste à quai pour prendre le commandement du Tang, récemment mis en service. Cette promotion lui a sans doute sauvé la vie. Car 3 mois plus tard,
Morton et le Wahoo disparaissent en mer. Désormais aux commandes de son propre équipage, O'Kane ne compte pas connaître le sort de son mentor. Mais il n'hésite pas à mettre son vaisseau et son équipage en danger. La meilleure tactique pour un sous-marin est de plonger pour échapper à l'ennemi. De plonger aussi profond que possible, car c'est son seul avantage naturel. Le USS Tang est un sous-marin de classe Balao. En acier à haute résistance, environ 20% plus épais que ses prédécesseurs, ces appareils sont conçus pour supporter des pressions inédites. Les classes Balao étaient sans le moindre doute le fleuron de l'arsenal sous-marin américain. Alors que les Japonais développaient une technologie anti-sous-marine de plus en plus performante, la capacité de fuite est devenue essentielle pour les sous-marins. L'US Navy certifie que le Tang peut plonger à 120 mètres, soit 30 de plus que ses prédécesseurs. Mais cela n'est pas suffisant pour O'Kane. Il veut en avoir le cœur net avant de se retrouver sous le feu ennemi. Certains équipements délicats ne supportent pas les hautes pressions océaniques. Il ordonne de plonger 30 mètres plus profond que la limite théorique. Rien à signaler. Faites surface. À vos ordres. Surface, surface. Le test prouve que le Tang peut survivre par 186 mètres de fond. Alors que l'ennemi mobilise ses forces, O'Kane ne veut rien laisser au hasard. Les Japonais ont fini par prendre la mesure de la menace que faisaient peser les sous-marins sur leur effort de guerre et ont donc mis sur pied la grande flotte d'escorte, qui comptera jusqu'à 60 vaisseaux. La grande flotte d'escorte est créée pour protéger la marine marchande. Un certain nombre de navires de guerre, en général 3 ou 4, se voient assigner la tâche d'escorter un convoi d'une douzaine de navires marchands. Les escortes peuvent transporter jusqu'à 300 grenades sous-marines, réglées pour exploser à des profondeurs spécifiques. Le but ? Compromettre la coque des sous-marins. En août 1944, plus rares sont les navires marchands qui lèvent le cap depuis les avant-postes de l'Empire. Le USS Tang est donc envoyé dans les eaux japonaises. Quel est le nouveau relevé? 270, commandant. Contre toute attente, O'Kane localise 2 cargos. Lancez le tube 5. Ignorant la modeste escorte prête à attaquer, Voilà, au plus profond. O'Kane ordonne de plonger pour éviter la confrontation. Mais dans ces eaux peu profondes, à moins de 60 mètres, il reste à la portée des grenades sous-marines. Lors de sa 4e mission au large d'Honshu, O'Kane subit le pire bombardement qu'il ait connu en 10 missions à bord de différents vaisseaux. Août 1944. Après avoir tiré 6 torpilles, le sous-marin américain USS Tang plonge. L'équipage aux aguets entend l'escorte passer au-dessus.
D'après O'Kane, l'assaillant est une modeste canonnière de 1500 tonnes. Mais elle est armée de 28 grenades sous-marines. Après une première salve qui secoue le sous-marin, la canonnière revient 4 fois à la charge, libérant davantage de bombes. Les lumières vacillent, les aiguilles s'affolent, les marins sont sonnés. C'est pire qu'un tir d'artillerie sur le champ de bataille. Vous êtes dans un espace confiné, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous tombe dessus. Vous ne pouvez qu'entendre et sentir le bateau trembler. En général, quand un sous-marin coule, il n'y a aucun survivant. Les chances d'en réchapper sont infimes. O'Kane et ses hommes savent que seul un équipage de sous-marins a pu être secouru après un naufrage. En 1939, 33 sous-mariniers sont recueillis grâce à un caisson hyperbare, suite au naufrage du USS Squalus dans l'Atlantique lors d'un test. Seule la proximité des côtes américaines a rendu le sauvetage possible. 5 ans plus tard, à des milliers de kilomètres, O'Kane donne l'ordre de partir à pleine vitesse pour la haute mer, de crainte que son sous-marin ne puisse en supporter davantage. « 38 minutes après le tir d'artillerie, le sous-marin disparaît des radars ennemis. Le Tang a survécu. Mais l'équipage est encore sous le choc. O'Kane et son second, Murray Freeze, sont assis dans le carré des officiers. Freeze regarde O'Kane, il fait un geste de la main comme s'il vidait un verre. Il lui signifie que c'est l'heure du médicament anti-grenade. Le médicament anti-grenade, c'est le brandy, un bon moyen de calmer les nerfs des marins. Quand vous avez survécu à un bombardement de grenades sous-marines, rien de tel qu'un petit verre pour oublier cette dure journée. Trois semaines plus tard, O'Kane rentre à la base. Durant ces 4 missions, le Tang a coulé en moyenne un navire tous les 11 jours. 2 fois plus que tout autre sous-marin américain. En 4 missions, Dick O'Kane a déjà coulé 17 navires, 72 000 tonnes au total. Et il ne compte pas s'arrêter là. Le USS Tang est sous les ordres de l'amiral Charles Lockwood, le stratège des sous-mariniers de Pearl Harbor. En revenant de sa 4e mission, O'Kane va voir l'amiral Lockwood. Celui-ci lui dit qu'il veut le renvoyer sur le terrain le plus vite possible. Il veut pouvoir compter sur son meilleur capitaine. La tâche de Lockwood est délicate. Les forces américaines du général MacArthur se préparent à envahir les Philippines. Si le débarquement réussit, le Japon sera à la portée de l'aviation alliée stationnée sur l'île. MacArthur veut à tout prix reprendre les Philippines. S'il y parvient, les Japonais ne sont plus en sécurité. Et ces derniers ont compris qu'à moins de stopper l'offensive, la prochaine étape sera leur propre pays. Lockwood a reçu l'ordre de couler tous les transports de troupes destinés à renforcer la garnison japonaise. Le détroit de Formose est le verrou qui ferme la route entre l'archipel nippon et les Philippines. Ces côtes sont occupées par les Japonais. Le détroit de Formose était l'une des routes les plus sûres pour les navires marchands japonais. Ils pouvaient naviguer suffisamment près des côtes, tout en étant protégés de chaque côté par les appareils des bases aériennes. Difficile de faire mieux, c'était la route la plus sûre possible. Lockwood demande à son meilleur officier de couper cette artère vitale. La 5e mission du Tang le conduit dans le détroit de Formose. Mais avant de partir, il faut se ravitailler. Étonnamment,
Le plus difficile est de trouver des torpilles. Les Mark 14 utilisées jusque-là se sont révélées peu fiables. Le dysfonctionnement des torpilles américaines au début du conflit est l'un des plus gros scandales de la guerre. Imaginez un capitaine de sous-marin agressif qui s'approche de sa cible pour délivrer ce qu'il pense être le coup parfait. Tout ça pour voir son arme lui claquer entre les doigts. Le service des sous-marins doit se plaindre plusieurs fois pour que la Navy accepte enfin de tester les torpilles Mark 14. La Navy était agitée de luttes internes. Le bureau des munitions, responsable de la fabrication des torpilles, accusait les capitaines de ne pas savoir tirer et les capitaines les accusaient de livrer des armes défectueuses. Ils se renvoyaient la faute sans que personne n'essaie vraiment de régler le problème. Sur les 10 Mark 14 testés, 7 connaîtront un échec. Le problème était identifié. La vraie question était de savoir qui allait en assumer la responsabilité et y remédier. Les Mark 18, sans sillage, remplacent les Mark 14, peu fiables. La Mark 14 est une torpille à vapeur. À vapeur parce qu'elle laisse une traînée de bulles parfaitement visible, ce qui signifie que l'adversaire a toutes les chances de la voir venir. Une torpille électrique, au contraire, ne laisse aucun sillage. C'est pour cette raison que les Allemands les ont mises en service. Et les Américains les ont copiés en les adaptant pour créer la Mark 18. L'idée, c'est qu'on ne la voit pas venir. Elle est donc plus efficace. Le 24 septembre 1944, le Tang met le cap sur Formose, armé de ce nouveau modèle de torpille. Les Mark 18 étaient à l'origine destinés à un sous-marin en cale sèche. Les fabricants avaient du mal à tenir le rythme, il y avait pénurie de munitions. O'Kane s'est débrouillé pour envoler un stock au USS Tambor. O'Kane et ses hommes passent 2 fois plus de temps que prévu en mission. En échange, le capitaine négocie une permission ainsi qu'une série d'améliorations pour son vaisseau. Au bout de 2000 km de voyage, le Tang est ralenti par l'arrivée de la saison des pluies dans le Pacifique. En approchant du détroit de Formose, le Tang est tombé sur cette houle intense qui s'est transformée en tempête. D'immenses vagues le faisaient tanguer dans tous les sens. O'Kane se prépare au pire. Et la situation prend une tournure dramatique. Alors que O'Kane fait une inspection, il emprunte une échelle pour accéder à la salle des machines avant. Il trébuche, son pied se retrouve coincé dans un barreau et il se casse plusieurs os. Résultat, il doit commander son navire allongé sur sa couchette. « 4 octobre. Tandis que O'Kane laisse son équipage braver la tempête qui fait rage depuis plusieurs jours, un message intercepté au cours d'une accalmie le pousse à quitter ses quartiers. Le niveau de déchiffrage est classé ultra. Il y avait plusieurs types de déchiffrage pendant la guerre. Le niveau ultra concernait le déchiffrage des codes militaires. Les Alliés réalisaient l'essentiel de leur déchiffrage de manière conjointe. Il y avait des Américains à Bletchley Park en Angleterre et aussi à Melbourne qui travaillaient avec les Australiens. Cette intense coopération a permis de se faire une bonne idée du timing des opérations japonaises. Les capitaines de sous-marins utilisent ce type d'informations pour localiser les vaisseaux ennemis. Les données recueillies permettaient de guider les sous-marins à l'endroit précis où devaient passer d'importantes unités navales ou de gros convois japonais. La transmission signale la localisation d'un navire météorologique japonais. Ces navires jouent un rôle crucial. Avoir accès à des informations météo dont l'autre camp est privé vous donne un avantage déterminant. Les coordonnées sont accessibles, mais la tempête compromet le plan d'attaque de O'Kane.
Alors qu'il se met en chasse, la mer déchaînée lui rend la tâche difficile. Dans ce genre de situation, un autre capitaine aurait décidé de plonger pour se sortir de la tempête. Mais le commandant du Tang refuse de laisser cette proie lui échapper. Le sous-marin fait surface pour que les vigies puissent braver la pluie et repérer le bateau. Par un temps pareil, un pont de sous-marin est un endroit très dangereux. On risque de passer par-dessus bord à cause du tangage ou d'être emporté par une vague. O'Kane est dans une situation délicate. Il veut passer à l'attaque, mais il sait que son bateau risque de sombrer s'il est trop imprudent. La tempête s'avère aussi têtue que le capitaine. Vers 3h30, des vents violents obligent les vigies à abandonner le pont. Le Tang est pris dans l'œil d'un cyclone. Les vagues atteignaient 30 mètres de haut. Bien des hommes du Tang étaient persuadés qu'ils ne s'en sortiraient pas. Les vagues qui s'écrasent à bâbord menacent de faire chavirer le Tang à tribord. En consultant l'inclinomètre, il a vu qu'il penchait à plus de 70 degrés. Il a dit « Qu'est-ce qu'il attend pour se redresser ?» Le second lui a répondu « Il ne se redresse pas toujours, vous savez. » 6 octobre 1944. Le fleuron des sous-marins américains est pris dans une violente tempête. Si le capitaine O'Kane décide de plonger pour échapper aux éléments, les vagues pourraient faire chavirer l'USS Tang. Il doit donc rester en surface et essuyer la tempête, et c'est ce qu'il fait. Quand la tempête cesse enfin, l'équipage pousse un immense soupir de soulagement. Le pire est passé. Mais plus la moindre trace du navire météorologique nippon. Après des jours de dérive, O'Kane met le cap à l'ouest, vers l'île de Formose, occupée par les Japonais, où les forces alliées sont mobilisées pour une offensive de taille. Elles bombardent des bases aériennes clés, des centaines d'avions ennemis dans le but d'affaiblir les défenses japonaises face à l'assaut de MacArthur sur les Philippines. Les Japonais répliquent. Ils endommagent 2 porte-avions, dont les équipages sont parmi les premiers à découvrir les attaques kamikazes. Le USS Tang rejoint la bataille au milieu du chaos. La mission de O'Kane est de couler les transports censés renforcer les troupes japonaises aux Philippines. Les capitaines comme O'Kane savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent que leur travail est jugé à l'aune du nombre de navires japonais qu'ils coulent, sur le tonnage qu'ils envoient par le fond. Alors s'il part avec 24 torpilles, il veut rentrer à vide après les avoir toutes tirées. Le 23 octobre 1944, le Tang a enfin une chance de frapper. Les radars du Tang captent toute une série de bips. Il y en a tellement qu'ils pensent être en face d'une île. Sauf que les cartes ne mentionnent aucune île dans les parages. O'Kane est surexcité, il est ravi. Il a sous les yeux un convoi de 4 navires escortés par 2 destroyers. Le convoi file vers le déluge de feu de Formose, l'actuel Taïwan. Venez voir ça, commandant. L'un des navires est un transport de troupes chargé de renforts. Si votre cible est un cargo, vous privez l'ennemi de matières premières. Si c'est un transport, vous le privez d'hommes. Et sachant que le réservoir humain est loin d'être sans fond, tuer des soldats, c'est utile.
L'équipage du Tang se prépare au combat. Tous les hommes sont à leur poste. O'Kane doit d'abord traverser le rideau défensif des escortes. Allure constante. Il étudie la situation et essaie de déterminer le meilleur plan d'attaque. Il saisit sa chance lorsque l'un des destroyers quitte la formation pour décrire un large cercle autour du convoi afin de s'assurer que les navires sont bien en ligne. Le timing est idéal. O'Kane prend la place du destroyer. Il sait que sur les radars ennemis, il passera pour une escorte. Et ainsi, il pourra se glisser discrètement entre les lignes, comme s'il faisait partie du convoi japonais. Dans l'obscurité, le sous-marin apparaît sur les radars japonais comme un destroyer. O'Kane continue à jouer la carte de la ruse. Il vient se ranger lentement sur le côté, imitant les mouvements d'une escorte japonaise, puis laisse les autres navires le dépasser un à un. Dès lors, il peut se mettre en position. Il a une bordée de navires en ligne de mire, et il peut les prendre pour cible. Allez, tous en position. Vite, on n'a pas le temps, allez, allez. Allure constante. O'Kane vise plusieurs cargos du convoi qui sont en train de le dépasser, à la proue du Tang, ainsi qu'à sa poupe. À vos postes. Prêt. Feu. Il lance 3 torpilles électriques sans sillage. L'ennemi ne les voit pas venir. La 2 est prête. Feu. À chaque mise à feu, il sent le sous-marin vaciller et trembler quand la torpille est expulsée par l'air comprimé. Ensuite, à peine une minute plus tard, une explosion illumine le ciel nocturne. La manœuvre audacieuse permet de couler immédiatement 2 navires ennemis. Mais l'embuscade a révélé la position du Tang. L'un des bateaux vire de bord et aperçoit le Tang. Il lui fonce dessus pour essayer de l'éperonner. Que dit le radar? Dans moins de 30 secondes, le transporteur s'écrasera sur la coque du Tang. Plus le temps de plonger. Comme il est coincé entre ses navires en feu, il ne peut pas manœuvrer ni plonger. Il donne l'ordre de lancer les machines à fond et parvient à éviter de justesse le bateau japonais. O'Kane a évité le choc avec le transporteur, mais un 4e cargo du convoi se lance à sa poursuite. Sauf qu'en fait, ces 2 navires se foncent dessus, et O'Kane y voit une opportunité. Le commandant du Tang manœuvre adroitement. Il fait lancer des torpilles à l'endroit précis où les 2 navires vont se rencontrer. Les torpilles du Tang foncent sur les navires qui vont bientôt se percuter. Il a semé la destruction. Les bateaux se sont percutés, ils ont explosé. Et il peut constater le carnage qu'il laisse derrière lui à la lumière des incendies qui brillent dans la nuit. Il se dit alors qu'il a fini son travail et il ordonne la retraite. À l'aube, des patrouilles japonaises pourchassent le sous-marin. Quel est le nouveau relevé? 2-7-0, commandant. Le USS Tang a donné l'assaut le long d'une route marchande majeure traversant le détroit de Formose. O'Kane pense que les Japonais vont dérouter leur convoi pour les faire passer plus près des côtes chinoises dans l'espoir de décourager les attaques de sous-marins. Sur les hauts fonds, le Tang ne peut plus plonger et devient vulnérable aux grenades sous-marines. Mais c'est un risque que son capitaine est prêt à prendre. À vos ordres, surface, surface. Si vous êtes malin et agressif, vous obtenez des résultats. Mais c'est un jeu dangereux.
Certains des commandants les plus brillants ont été tués en forçant leur chance. Octobre 1944. O'Kane, le sous-marinier d'élite américain, croise dans le détroit de Formose en quête de navires japonais. Le 24 octobre, les radars du Tang repèrent un nouveau convoi, cette fois de 12 navires partis de Sasebo au Japon, sous la garde de 5 escortes. Ils s'étirent en une très longue colonne. Un convoi mal protégé est plus considéré comme un plat appétissant que comme un endroit dangereux. Cette formation en ligne laisse certains cargos sans protection. O'Kane se demande pourquoi le commandant du convoi n'a pas regroupé tous les cargos afin de les entourer et assurer ainsi leur sécurité. Il suppose qu'il se dit que si les navires sont pris pour cible par des sous-marins américains, ils seront ainsi suffisamment éloignés les uns des autres pour se séparer et prendre le large. O'Kane ne dispose plus que de 11 torpilles Mark 18. Il doit en lancer le maximum avant que ses cibles ne se dispersent. O'Kane doit décider de la stratégie à suivre. Avancez aux 2/3 de la vitesse maximale. Il décide de se glisser entre les deux colonnes du convoi. Il se rapproche de sa cible quand tout à coup, les spots des bateaux repèrent le Tang. L'équipage se lance à l'attaque des cargos avant que les escortes ne se mobilisent. À vos postes. Il a une cible en ligne de mire, il tire. Feu! 5 torpilles lancées. Il passe à la suivante et tire encore et encore. O'Kane a torpillé 5 navires lorsqu'un destroyer approche. Il préfère battre en retraite. Il ne lui reste que 2 torpilles. Mais l'une des cibles n'a pas été coulée. Le navire est bas, mais il ne coule pas. O'Kane se demande si l'équipage n'est pas en train de colmater les brèches et sauver le bateau. Une escorte protège le navire endommagé. O'Kane décide de le prendre à revers en se rapprochant des côtes. Il est temps de se remobiliser autour d'une bonne tasse de café, de recharger les torpilles et de retourner au combat. Les mots de son mentor résonnent dans la tête de O'Kane. Il met en pratique ce que Morton lui a dit. Ne les lâchez pas tant qu'ils n'ont pas coulé. À 2h30, le Tang est prêt à porter le coup fatal. Le sous-marin avance aux 2/3 de sa vitesse maximale. Nouvelle configuration. Soyez prêts. La 5 en attente. Feu! Le Tang lance sa 23e torpille Mark 18. L'équipage se prépare pour la 24e. Une dernière torpille. C'est la seule chose qui sépare Dick O'Kane d'une nouvelle mission triomphale. Ensuite, retour à San Francisco avec la promesse d'une permission. Plusieurs mois en Californie, un vrai break pour lui et ses hommes. Il lui suffit de faire feu une dernière fois. Feu! La 10 est automatique. Quand la dernière ogive quitte la proue du Tang, une clameur traverse le vaisseau. L'équipage se détend. Un homme crie même « On va faire la fête !» Il n'y a plus de torpilles à tirer, la mission est terminée. Mais la joie est de courte durée. Dick O'Kane est sur le pont Torpille errante! quand il réalise qu'il a un problème. Un gros problème. La torpille a dévié de sa trajectoire. La dernière torpille du Tang fait ce qu'on appelle une course circulaire, ce qui veut dire qu'elle lui revient dessus. L'ogive d'1,5 tonne est dirigée par un gouvernail vertical. Et celui-ci est déréglé. Si le gouvernail se bloque, au lieu de continuer sa course, la torpille ne cesse de tourner. 260 kilos d'explosifs, plus rapide que le sous-marin. Il voit la traînée phosphorescente derrière la torpille comme la queue d'une comète. Il peut suivre précisément sa trajectoire alors qu'elle lui fonce dessus. Il voit avec horreur cette torpille folle revenir comme un boomerang.
La torpille est sur le point de frapper le Tang à bâbord. Un sous-marin est aussi long qu'un terrain de football, et il n'a que 10 secondes pour essayer de faire une queue de poisson à la torpille. Les sous-marins comme le Tang sont si massifs qu'ils sont beaucoup moins manœuvrables que des plus petits. Au poste d'urgence! Il ordonne de pousser les manettes et le gouvernail à fond pour essayer de l'éviter. Faut qu'on fiche le camp! Attendez, attendez! 20 secondes après avoir lancé sa dernière marque 18, le sous-marin est frappé par sa propre torpille. La détonation provoque un énorme trou dans la poupe, à travers lequel l'eau s'engouffre à grands flots. Tous les hommes de ces compartiments sont tués par l'explosion ou se noient. Dans le reste du vaisseau, c'est le chaos. La détonation est si formidable qu'elle soulève la passerelle. Les conduites sont percées, machines et équipements volent en éclats. Mais les hommes se souviennent de leur entraînement et commencent à sceller les compartiments inondés. Ces sous-mariniers qui, quelques instants plus tôt, célébraient leur prochain retour à San Francisco, voient avec horreur les flots envahir leurs sous-marins. Venez! Il faut partir! Attendez! Le capitaine du Tang contemple les sinistres flots. Il voit l'eau monter à toute vitesse. Il voit aussi le nuage de fumée qui s'élève du Tang, le symbole d'un vaisseau en train de sombrer qu'il a vu si souvent au-dessus de ses victimes. Alors que le Tang sombre, O'Kane et les vigies sont arrachés du pont. Le navire, tel un pendule géant, sombre lentement, avant de s'échouer sur les fonds boueux du détroit de Formose. Les survivants n'ont qu'une chance d'en réchapper. Une trappe de secours à la proue du sous-marin. Cette chambre de sauvetage est la seule chose qui les sépare de la mort. « 25 octobre 1944. Détroit de Formose. Des dizaines d'Américains luttent pour survivre, prisonniers d'un sous-marin endommagé. La poupe du USS Tang est éventrée. La seule sortie possible est une trappe à la proue du sous-marin. La proue, toujours remplie d'air, sort des vagues un peu comme la lame d'un couteau planté. Mais la présence possible d'escortes japonaises rend l'équipage vulnérable. Les hommes craignent qu'il y ait toujours des destroyers ennemis dans les parages, et ils savent que la proue d'un sous-marin est une cible facile. S'ils ne parviennent pas à dissimuler le vaisseau, les Japonais pourront identifier leur position et détruire le Tang pour de bon. Les hommes choisissent de couler leur sous-marin endommagé afin de le dissimuler et se préparent à fuir. Ils ont décidé de vider l'air dans les ballasts avant, pour que la proue descende et s'échoue elle aussi. Dès qu'ils ont vidé l'air, le Tang a sombré pour de bon. À ce stade, tous les hommes éparpillés dans le sous-marin doivent se débrouiller pour rejoindre le compartiment des torpilles à l'avant, où se trouve l'issue de secours, un voyage dans un sous-marin en perdition. Des étincelles crépitent. Les hommes essaient de détruire les livres de code. Il y a des jambes et des bras cassés, des têtes ouvertes ou lacérées par la chute d'équipement. Il faut donc déplacer tous ces blessés vers les compartiments avant. 1 heure après le naufrage, les derniers membres d'équipage ont atteint la proue.
Ils arrivent dans le compartiment des torpilles. Plusieurs dizaines d'hommes qui s'entassent dans ce compartiment et qui tirent la porte derrière eux. C'est ici que se trouve la chambre de sauvetage. Le sous-marin repose par plus de 50 mètres de fond. Pour tenter de survivre à une telle remontée, l'équipage dispose d'un système d'aide à la respiration. Un poumon de Mommsen. Une boîte en verre sodocalcique traite le dioxyde de carbone, de manière à ce que l'air puisse être recyclé et à nouveau respiré. Il s'agit d'un dispositif expérimental destiné à augmenter les chances de survie. Normalement, il faut remonter par paliers, de manière à trouver un équilibre dans les poumons entre l'air qu'on inspire et celui qu'on expire. Ça a l'air simple en théorie, mais n'oublions pas que quand un sous-marin coule, tout l'équipage coule avec. Il est extrêmement rare qu'il y ait des survivants. Alors que l'équipage du Tang se prépare à braver l'océan, une nouvelle attaque le coupe dans son élan. Ces hommes sont entassés dans le compartiment avant, terrifiés à l'idée de se retrouver coincés par 50 mètres de fond, quand tout à coup, les Japonais lancent des grenades sous-marines. Les voilà coincés dans ce navire échoué qui se met à trembler à nouveau. L'équipage impuissant est secoué par une ultime série de détonations qui fait bientôt place au silence. À ce stade, les conditions dans la salle des torpilles sont terribles. Il y a un incendie dans le compartiment des batteries. Et on n'y voit plus rien à cause de la fumée. La pression de l'air augmente, tout comme la chaleur et l'humidité. Tout ça contribue à saper le moral des troupes qui doivent trouver le moyen de sauver leur peau dans ce vaisseau échoué. Seuls 13 hommes trouvent l'énergie de tenter la fuite. C'est une tâche presque impossible à cette profondeur, comme escalader un building. Les autres n'ont pas le courage ou la force de se joindre à eux. La plupart renoncent et s'allongent sur leur couchette pour attendre la mort. Ils se sont résignés à leur destin. À 8 heures, la trappe se referme pour la dernière fois. Quand ils commencent à monter, ils sont plongés dans l'obscurité, ils n'y voient rien. Mais au fur et à mesure qu'ils approchent de la surface, l'eau s'éclaircit. Seuls 5 des 13 hommes survivent à la remontée. Même ceux qui parviennent à la surface ne sont pas sûrs de survivre. Ceux qui sont sortis voient certains de leurs camarades les rejoindre en vomissant, saignant du nez, si épuisés et malades qu'ils finissent par se noyer à quelques mètres de leurs amis. Leurs corps sont emportés par les vagues. Les miraculés ne doivent leur survie qu'à la proximité de la côte. Des eaux ne serait-ce que légèrement plus profondes auraient pu leur être fatales. 4 autres sous-mariniers ont survécu sur le pont et dans le château. Ils seront tous faits prisonniers par les Japonais. L'un d'entre eux est le légendaire capitaine du Tang, Richard O'Kane. Les Japonais commencent à les frapper, leur donner des claques, écraser des cigarettes sur leur peau. O'Kane réalise alors que leurs tortionnaires sont couverts de pansements et de pommades. Il comprend que ces hommes qui s'acharnent sur eux sont les rescapés des navires qu'il vient de couler. Il dira plus tard « Les coups m'ont fait moins mal quand j'ai compris qu'ils venaient des victimes de nos agissements de la nuit précédente. » Les survivants du Tang passent le reste de la guerre dans les camps de prisonniers japonais.
O'Kane vécut jusqu'à 83 ans. Il restera dans l'histoire comme le plus redoutable commandant de sous-marins américains. Son héritage est énorme en termes de tactique et d'audace. Son talent, ce qu'il faisait le mieux, c'était combattre. Voilà qui était Dick O'Kane au bout du compte, un guerrier. Comme le USS Tang a été uniquement commandé par Richard O'Kane, il est difficile de séparer l'histoire du navire de celle de son capitaine. Cet équipage restera comme l'un des plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale. Il est tenu en si haute estime que la première classe de sous-marins d'après-guerre portera le nom de USS Tang. En hommage à ces hommes et leurs sous-marins.